tout le monde est un communicant, le dirigeant, le manager, chaque collaborateur en fait est un communicant. Il existe plein de relais et chacun est ambassadeur de la marque, non seulement auprès des clients, mais aussi, quand on parle de marque employeur, auprès de potentiels candidats. Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de la communication. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Ferry, directrice marketing et communication chez Great Place to Work. Avec Sarah, nous allons parler d'un sujet clé pour tous les communicants aujourd'hui, ce que le salarié nous dise vraiment et surtout ce que cela change pour nos métiers de communicants. À travers le rapport Great Insight 2026, Great Place to Work donne à voir une photographie très fine des attentes, des frustrations et des évolutions du monde du travail. Mais au-delà de ces chiffres, une question se pose. Qu'est-ce que ces insights impliquent concrètement pour les équipes de communication ? C'est ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. Bonjour Sarah et bienvenue dans le podcast. Bonjour Barbara, merci beaucoup de m'accueillir dans ce super podcast que je suis avec intérêt. Écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que nous présenter Great Place to Work? Bien sûr, donc moi ça fait 8 ans que je travaille chez Great Place to Work en tant que directrice de la com et du marketing et ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le marketing et la communication. Alors Great Place to Work, on se définit vraiment comme les experts de l'expérience collaborateur. On est une entreprise internationale, on a un peu plus de 70 bureaux dans le monde, donc on fait des enquêtes en fait de perception de l'expérience collaborateur, voilà, un petit peu partout dans le monde. Notre maison mère est aux États-Unis et puis en France, on travaille avec nos clients français et on a à peu près donc 600 clients à l'année et un peu plus de la moitié, plutôt les 2 tiers qui obtiennent notre certification. Et puis on publie chaque année 3 palmarès, donc un palmarès qui s'appelle Best Workplaces France qu'on a dévoilé le 10 mars dernier, un palmarès sur le secteur de la tech, Great Place to Work in Tech, et un palmarès qui s'appelle Great Place to Work for Women, qui met en lumière les entreprises engagées en matière d'égalité professionnelle. Le principe de notre certification, c'est vraiment d'écouter ce que les collaborateurs ont à dire, c'est vraiment de mesurer leur perception. Donc c'est un questionnaire en fait qui est axé sur la qualité de la relation managériale, la fierté, la convivialité et tout un tas de choses que les entreprises mettent en place pour mesurer justement cette qualité de l'expérience collaborateur. Donc ce ne sont pas des critères objectifs, c'est vraiment une mesure à un instant T de comment les collaborateurs se sentent dans l'entreprise. Après, c'est vrai que nous, on est très connus pour cette labellisation qu'on va décerner, mais au-delà de ça, Great Place to Work, c'est vraiment travailler avec nous, c'est vraiment s'inscrire aussi dans une démarche d'amélioration continue, puisque les 60 questions qui sont administrées à l'ensemble des collaborateurs permettent ensuite à nos interlocuteurs, en l'occurrence plutôt des directions RH, de recueillir tout un tas d'insights et de points de force et de points d'amélioration pour consolider, construire leur plan d'action et voir aussi là où l'accent peut être mis, notamment sur la communication. Une des choses qui ressort, et on y reviendra, mais qui ressort particulièrement, c'est qu'il y a souvent des actions qui sont mises en place par les entreprises qui ne sont pas connues des collaborateurs. Très clair. Et d'ailleurs, vous venez de publier le rapport Great Insight 2026. Mais avant de rentrer dans le détail, quel était l'objectif de cette étude et qu'est-ce que vous cherchiez exactement à comprendre ? C'est une étude qu'on mène depuis 2018 auprès d'un échantillon représentatif de la population active française, donc pas uniquement les salariés, même si c'est en majorité des salariés. Donc en 2026, on a interrogé 4248 personnes et l'objectif, c'est vraiment de comprendre le vécu réel des salariés ou des actifs, en tout cas français, dans un contexte de transformation du travail qui est très fort. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'avoir une espèce de boussole, d'avoir un espèce de point de repère dans lequel on va pouvoir suivre l'évolution des tendances. Donc on pourrait parler de Future of Work, on pourrait parler tout simplement d'un genre de baromètre social en fait. L'idée, c'est de voir comment les collaborateurs vivent concrètement au quotidien leur travail, qu'est-ce que leur travail représente pour eux, quelles sont leurs attentes aussi, et donc derrière, de donner aussi des informations aux entreprises pour que celles-ci puissent s'en servir pour activer concrètement des leviers et éventuellement agir dans le bon sens. C'est une étude très riche et on va la décrypter point par point tout au long de ce podcast, mais si tu devais résumer une idée forte, qu'est-ce que les salariés nous disent vraiment en 2026 ? Alors, l'idée qu'on a vraiment retenue de cette étude, c'est que le travail, malgré les signaux faibles qu'on peut repérer, demeure un repère et un îlot, on a appelé ça un îlot de certitude, dans un monde en transformation.
C'est un repère qui est sous tension, puisque quand même 41% des Français qui ont indiqué avoir vécu un burn-out. Donc ça reste une proportion quand même très importante de la population. Mais on voit quand même que les Français ont un attachement à leur travail a un sens pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui ressort de manière assez claire dans l'enquête. Les Français demandent aussi de la clarté, de la cohérence, des actions concrètes menées par les entreprises. Souvent, on voit qu'il y a un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement vécu. Ils ne veulent pas être simplement informés de ce qui se passe, ils veulent être associés, ils veulent être acteurs des démarches. Et dernière chose qu'on observe, je dirais, sur les différentes thématiques qu'on aborde, c'est une polarisation des vécus. On regarde aussi les résultats en fonction des différentes catégories sociodémographiques, donc ça peut être le genre, l'âge, l'ancienneté, enfin voilà. Et on voit que globalement, les vécus se polarisent. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes perceptions. Les juniors et les seniors n'ont pas les mêmes perceptions. Et ça, c'est quelque chose qui, au fil des années, se voit de manière de plus en plus claire. Donc l'idée aussi de cette étude, c'est pas simplement de s'arrêter au constat. À travers le rôle de Great Place to Work, c'est aussi de se demander comment les entreprises peuvent devenir des lieux de rassemblement, des lieux justement qui permettent peut-être d'atténuer cette polarisation. Et voilà, aujourd'hui, le rôle de l'entreprise va au-delà de simplement travailler et produire du bénéfice. Et l'entreprise est un vrai lieu social. 41% des collaborateurs qui déclarent avoir eu un burn-out, c'est énorme. D'ailleurs, on parle beaucoup de qualité de vie au travail, de santé mentale, de RSE, mais le rapport montre aussi des écarts entre perception et réalité, et ce chiffre le démontre. À partir de quand la communication devient-elle contre-productive pour la confiance ? Alors, la première chose, c'est lorsque le discours qui est réalisé par l'entreprise ne correspond pas ou ne correspond plus au vécu des collaborateurs. Et on peut prendre l'exemple de la santé mentale. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est même une grande cause nationale. Enfin voilà, il y a quand même un enjeu qui est reconnu là-dessus par les entreprises. Il y a tout un tas d'acteurs qui viennent aussi accompagner les entreprises sur cette thématique-là. Néanmoins, il y a quand même 33% des salariés qui estiment que leur entreprise ne fait aucune action en faveur de la santé mentale. Donc là, on voit qu'il y a un décalage entre la prise de conscience affichée et ce qui est réellement déployé dans l'organisation. Il y a aussi une notion d'actions qui peuvent être perçues comme cosmétiques. 36% des Français jugent que leur entreprise ne met en place que des actions cosmétiques, donc superficielles en matière de qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, pour le coup, c'est un enjeu qui est quand même ancré dans les organisations, qui est partiellement aussi ancré dans la loi, les obligations légales, etc. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne font rien en faveur de la qualité de vie au travail, ou en tout cas, c'est ce que les collaborateurs perçoivent. Donc voilà, donc chez Great Place to Work, nous, la colonne vertébrale de notre méthodologie, c'est la confiance. Et nous estimons que le secret d'une marque employeur réussie, le secret d'une communication réussie, c'est la sincérité, c'est l'authenticité de cette communication. Il faut que ce qui est annoncé corresponde à ce qui est mis en place et à ce qui est réellement vécu par les collaborateurs. Il y a des études scientifiques, pour le coup, qui ont été menées sur le sujet et qui montrent que, à partir du moment où il y a un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est vécu, cela crée non pas de l'engagement chez les collaborateurs, mais cela crée du désengagement, cela crée une forme de cynisme et évidemment, ça a un impact derrière sur la productivité et sur tout un tas d'indicateurs qu'on connaît. Dans le rapport, on voit aussi que le manager est devenu central dans l'expérience collaborateur. Mais est-ce qu'on n'a pas finalement trop fait reposer la communication sur les managers ? Le manager, et notamment le manager de proximité, est clairement un relais clé, mais les attentes sont devenues parfois complètement irréalistes. Le manager est un peu entre le marteau et l'enclume, il bénéficie pas d'assez de formation, etc. Donc évidemment, c'est très compliqué pour les managers d'endosser ce rôle-là. Les attentes sont très fortes. Les salariés attendent des managers qu'ils soient accessibles à 55%, qu'ils soient garants de la stratégie de qualité de vie au travail à 46%, qu'ils soient d'excellents communicants. Mais derrière, les moyens ne suivent pas, puisque les managers eux-mêmes déclarent, la moitié d'entre eux déclarent qu'ils manquent de temps, qu'ils n'arrivent pas à prioriser, qu'ils manquent de formation. On voit qu'il y a un décalage fort entre les attentes, qui sont extrêmement lourdes, et les moyens qui sont mis pour former, outiller, équiper les managers qui sont devenus de vrais relais de communication. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de considérer les managers non plus, ou en tout cas le titre de manager non plus comme un titre honorifique, comme en fait une fonction à laquelle tout le monde aspire, mais comme une expertise à part entière qui demande du temps, qui demande de l'expertise, de la formation, des outils. Et on ne peut pas faire sans les managers aujourd'hui. En tout cas, nous, chez Great Place to Work, on a aussi une équipe
une équipe de consultants qui va accompagner justement des comités de direction ou des managers. Et on voit qu'on ne peut pas faire sans ces relais-là dans les entreprises. Ce sont eux qui portent et qui permettent au message en fait, de s'incarner concrètement auprès des collaborateurs. Et ils doivent en plus faire leur propre travail. Tout à fait. Souvent, ils sont coincés entre leur charge opérationnelle et leur rôle de manager. Tout à fait. Un autre point très intéressant de l'étude concerne le futur du travail et l'intelligence artificielle. On est un peu obligé d'en parler. Comment est-ce que les salariés vivent ces transformations? Quel est votre décryptage? Les salariés sont confrontés évidemment aux impacts des outils d'intelligence artificielle et notamment l'IA générative dans le cadre professionnel. C'est d'ailleurs le premier changement qui ressort en fait dans l'enquête. On leur a listé un certain nombre de changements, de transformations vécues dans l'organisation et l'usage de l'IA est le premier changement qu'ils identifient. On voit que 22% des salariés déclarent utiliser l'intelligence artificielle dans un cadre personnel, mais seulement 12% dans un cadre professionnel. En fait, c'est un des chiffres qui montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre partagé. L'IA est une évolution qui touche de plein fouet en fait, les collaborateurs, les entreprises, mais aujourd'hui, 43% des collaborateurs ne se sentent pas accompagnés dans cette émergence de l'IA dans leur cadre professionnel. L'IA crée un vrai risque d'exclusion. Il y a 46% des salariés qui y voient un risque pour ceux qui ne maîtrisent pas ces outils. Là aussi, il y a une polarisation. Les usages ne sont pas du tout les mêmes et ne sont pas aussi largement adoptés chez les populations plus seniors que chez les populations plus juniors, même s'il ne faut pas faire de généralité, mais globalement, il y a quand même une polarisation qui existe. Et l'IA cristallise aussi beaucoup les peurs, puisqu'elle est perçue comme le premier risque à moyen terme pour les organisations par 32% des salariés. Donc aujourd'hui, si on doit résumer ce que nous dit cette enquête de l'IA, c'est que l'IA, on ne peut pas faire sans. Elle arrive aujourd'hui dans le monde professionnel comme elle est arrivée dans le monde personnel. Et les salariés ont besoin de repères, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'un alignement en fait sur ce sujet de l'IA. Ils ont besoin de savoir comment et pourquoi l'utiliser et que faire aussi du temps qui est potentiellement gagné par le recours en fait à ces outils. Un autre point que tu as évoqué en intro d'ailleurs, c'est le fait que les salariés veulent comprendre, mais aussi ils veulent être engagés, impliqués. Comment expliquer cette attente croissance d'association au message plutôt que juste d'information? Effectivement, comme tu le dis, les salariés ne veulent pas seulement être informés, ne veulent pas seulement comprendre, même si c'est essentiel, ils veulent aussi être associés en fait aux démarches de transformation et ils veulent en être acteurs. Je te donne quelques chiffres pour te donner une idée. 55% des salariés estiment être suffisamment associés à la démarche RSE de leur organisation. 53% pensent que le management les associe aux décisions ayant un impact sur leur travail ou leur environnement professionnel. Donc, c'est un peu plus de la moitié, mais à peine plus. Donc, finalement, ça révèle aujourd'hui que l'information seule ne suffit plus. Et nous, ce qu'on voit aussi, encore une fois, chez Great Place to Work, alors on a un biais puisqu'on a notre méthodologie, mais c'est que l'engagement, l'implication, la participation des collaborateurs renforce justement cette confiance qu'ils vont avoir dans les décisions qui sont prises, renforce évidemment l'efficacité des décisions et des transformations. Pour la communication, ça se résume effectivement à une démarche de co-construction, à des dispositifs participatifs et je trouve que ça fait écho en fait à cette fameuse économie de la considération. Je mets des guillemets avec mes doigts, mais c'est qui renvoie au fait qu'un client ou un collaborateur est aussi un individu. Aujourd'hui, on ne peut plus cloisonner comme on le faisait avant. Les transformations sociétales impactent les entreprises. Ces dernières, on le mentionnait aussi juste avant, mais les entreprises ont un rôle politique qui dépasse leur simple rentabilité. Et là où les collaborateurs vivent des transformations en fait, dans l'entreprise, ils en vivent aussi dans leur cadre personnel. Et aujourd'hui, le rôle de l'entreprise, ça va être d'accompagner la transformation de la société. Et ça va être aussi de refléter ce qui se passe dans la société de manière positive. On parlait de polarisation. La polarisation est aujourd'hui plus forte que jamais dans la société. L'entreprise doit être justement un lieu qui rassemble et c'est ce que montre aujourd'hui cette enquête, c'est aujourd'hui ce sur quoi portent les attentes des salariés. Donc une expérience collaborateur de plus en plus holistique finalement. Tout à fait, une expérience collaborateur holistique et dans laquelle en fait chacune doit trouver sa place. C'est pas simplement venir le matin travailler et repartir le soir, c'est aussi avoir un rôle de décision dans la mesure du possible et être associé en tout cas à ce qui se passe en profondeur dans l'entreprise parce que l'entreprise est encore une fois le reflet de la société et on attend des gens qu'ils soient des citoyens impliqués, et si on veut qu'ils soient aussi des collaborateurs impliqués, il faut leur donner cette opportunité-là.
Si les salariés pouvaient parler directement aux communicants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils leur diraient? La première chose qu'il leur dirait, je pense, c'est écoutez-nous. L'écoute des collaborateurs, c'est la clé pour comprendre leurs besoins, tout comme l'écoute des clients est la clé pour comprendre ce que veulent les clients. Aujourd'hui, les enquêtes qu'on mène, par exemple, chez Great Place to Work, il y a beaucoup d'entreprises qui les utilisent non pas comme un outil de labellisation, mais simplement comme un outil vraiment de captation. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? C'est anonyme, donc c'est plus facile aussi de s'exprimer de manière anonyme. Donc voilà, l'écoute, on peut pas supposer ce que pensent les gens. Il faut leur demander. Et il y a des méthodologies comme la nôtre ou d'autres, il y en a plein qui existent et qui permettent de recueillir vraiment la parole des collaborateurs. La deuxième chose, on en parlait juste avant, mais c'est cette notion d'authenticité, de transparence et de sincérité. Bien communiquer implique, en tout cas à mon sens, de toujours communiquer quelque chose de vrai. Ça ne veut pas dire qu'on va dire toute la vérité, ça ne veut pas dire qu'on va le dire n'importe comment, mais la vérité est importante et l'authenticité et la transparence, c'est des choses qui sont clés. Une entreprise qui va être labellisée Great Place to Work, c'est pas forcément une entreprise dans laquelle tout est bien et tout est parfait. C'est une entreprise dans laquelle la promesse qui est faite aux collaborateurs, qui est faite aux candidats, est tenue pour les collaborateurs et dans laquelle les bons profils sont recrutés et adhèrent en fait à la culture de l'entreprise. La troisième chose que je dirais, c'est la cohérence. L'exemplarité managériale en fait partie. Et on voit aujourd'hui que la moitié des Français seulement estiment qu'il y a une cohérence entre les discours et les actions du management. Pareil, la moitié seulement pense que leurs dirigeants incarnent pleinement le meilleur de leur entreprise. Donc il y a vraiment un axe de progression là-dessus des organisations sur cette notion d'exemplarité. Donc écoute, authenticité, exemplarité, autant de choses qui sont demandées par les collaborateurs, mais concrètement, est-ce que ces enseignements changent la manière de faire de la communication interne aujourd'hui? Oui, totalement. Et c'est ce que tu mentionnais aussi juste avant. Aujourd'hui, la communication n'est plus l'apanage des communicants. Tout le monde doit être formé à cette compétence. On parlait juste avant du rôle des managers de proximité. On a aussi de plus en plus cette tendance, je trouve, dans les entreprises à développer le porte-parole, à développer l'employé advocacy. C'est quelque chose que vous connaissez très bien chez Sociable. La communication ne peut plus non plus être uniquement descendante. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment de culturel. C'est-à-dire que l'usage des réseaux sociaux, qui n'est plus nouveau, a complètement changé la donne à ce niveau-là. Les pratiques ne sont plus les mêmes puisqu'on est dans un paradigme d'horizontalité, d'interaction, d'accessibilité, y compris, on voit avec des relations parasociales, des gens qu'on ne connaît pas du tout, à qui on va avoir cette illusion, avec qui on va avoir cette illusion de discuter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui a, je pense, profondément impacté la manière de faire de la communication. Autre chose, la data. Aujourd'hui, on s'appuie de plus en plus, en tout cas, nous, c'est aussi des choses qu'on observe sur la data. Donc typiquement, ça peut être nos résultats d'enquête, ça peut être aussi d'autres méthodologies pour prioriser, mais en utilisant des formats interactifs, là aussi, pédagogiques. Voilà, le but, c'est pas de livrer uniquement de la data brute, mais la data va nous guider, en fait, dans la prise de décision. Outiller les managers, du coup, voilà, c'est clé, on en parlait. Et puis, la dernière chose, c'est le fait d'assumer le rôle stratégique de la communication. La communication, c'est pas superflu, c'est pas quelque chose qu'on fait en plus à la fin que tout le monde peut faire. La communication, c'est ce qui fait que ce qui existe va être connu, va être reconnu. Comme je te disais, dans les enquêtes, souvent, on a cette problématique de clients qui mettent en place des choses, mais en fait, personne n'est au courant. La communication, c'est cette courroie de transmission qui fait que les collaborateurs vont être au courant et vont être donc satisfaits en fait, de ce qui est déployé par l'organisation. Donc une communication de plus en plus participative, une communication qui est un peu plus globale avec cette séparation entre comme interne et comme externe qui finalement, dans les faits, existe de moins en moins. Il y a une communication qui se veut en fait vraiment stratégique et centrale et pas une baguette magique, un petit ingrédient qu'on ajoute à la fin pour faire joli. Alors, est-ce que tu observes déjà des entreprises qui réussissent mieux que les autres sur ces sujets? Qu'est-ce qu'elles font de différent pour être performantes? Alors oui, avec effectivement les centaines de clients qu'on accompagne chaque année, on a quand même des tendances qui se dégagent un petit peu, même si on a quand même tendance à répéter qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de secret pour être une Great Place to Work. Typiquement, il y a quand même des choses qu'on observe de manière assez récurrente chez nos clients. Une première chose que je pourrais citer, c'est l'alignement entre la direction, les managers et ce qui est communiqué. Donc vraiment cette espèce d'alignement de colonne vertébrale en fait.
Une culture de l'écoute continue, pas venir poser des questions une fois tous les 10 ans, mais vraiment avoir des baromètres réguliers. Il y a des entreprises qui font des choses tous les mois, il y a des entreprises qui font des choses tous les ans, voilà, mais en tout cas, être dans cette démarche-là. Et surtout, une fois qu'on a écouté les collaborateurs, restituer les résultats, dire qu'on a entendu, dire ce qui va être mis en place derrière, même si tout ne peut pas être pris en compte, quand même communiquer là-dessus, y compris sur les choses qui ne pourront pas être déployées. Ça, c'est essentiel. La formation et l'outillage des managers, ça, c'est des choses aussi qu'on observe dans les entreprises. Une communication transparente, y compris sur les marges de progression. Donc on a des points forts, mais on a aussi des points d'amélioration et on va les aborder. On est labellisé Great Place to Work, on n'est pas labellisé Great Place to Work et voici pourquoi on ne l'est pas. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi importantes à transmettre. Et puis, donner de la visibilité sur les transformations. Finalement, nous, ce qu'on va observer de notre fenêtre, ça va pas tant être des choses sur la convivialité, le baby-foot, ce genre de choses, même si ça peut être très chouette. Ça va être plutôt vraiment cette qualité de la relation managériale, cette qualité de la confiance, de la culture de confiance en fait dans les entreprises. Je peux donner quelques exemples. On travaille depuis très longtemps, par exemple, avec une entreprise qui s'appelle Extia, qui est une entreprise de conseil dans le secteur de la tech. Et Extia a développé vraiment une vraie culture de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que chaque salarié peut porter un projet et le développer dans l'organisation, qu'il aboutisse ou non. Il y a des nouvelles agences, des nouvelles offres, des nouvelles communautés qui sont nées à travers ces initiatives et je trouve que ça reflète bien ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'engager les collaborateurs et d'en faire vraiment des acteurs. Autre entreprise que je peux citer, Socotech, qui est une entreprise pour le coup pas forcément très connue du grand public, mais qui a déployé un campus de formation managériale en partenariat avec une grande école, de sorte à homogénéiser en fait sa culture managériale. Donc ça fait écho là aussi pour le coup à cette notion de vraiment former les managers en tant que tels, de considérer le management comme une expertise à part entière et de la considérer et d'outiller en fait les managers de manière assez concrète. Voilà, alors après on a plein d'autres exemples, on a aussi des exemples d'organisations qui ont déployé, on a une organisation là dans notre palmarès qui s'appelle Vega Technique qui a déployé une semaine de 4,5 jours, donc c'est depuis 20 ans qu'elle a mis ça en place. Ça témoigne de la confiance en fait qui règne envers les collaborateurs et pour le coup, ils s'inscrivent pas dans une tendance récente. C'est vraiment quelque chose qui a été mis en place il y a longtemps. Si tu devais donner 3 conseils à un communicant interne en 2026, à la lumière de cette étude, lesquels seraient-ils ? Alors, mon premier conseil, ce serait savoir ce qu'on veut dire et pourquoi on veut le dire. Donc, être au clair sur le message qui doit être transmis. C'est vrai que moi, j'ai tendance à citer cette espèce de lieu commun, plutôt cette citation. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. L'inverse est vrai aussi. Pour moi, à partir du moment où ce qu'on veut dire n'est pas clair, on ne peut pas bien le formuler, on ne peut pas bien le communiquer. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on se disait sur la sincérité, l'authenticité. Et pour moi, c'est là qu'en fait, on va réussir vraiment à faire mouche et à aller porter le bon message à la bonne cible. La deuxième chose, ne pas faire de la communication juste l'affaire des communicants. Tout le monde est un communicant, le dirigeant, le manager, chaque collaborateur en fait est un communicant. Il existe plein de relais et chacun est ambassadeur de la marque, non seulement auprès des clients, mais aussi, quand on parle de marque employeur, auprès de potentiels candidats. Et ça, c'est des choses, une fois qu'on l'a compris, je pense que c'est des choses qui peuvent très concrètement se mettre en place et se déployer. Encore une fois, je m'adresse à vous, vous êtes un peu les experts du sujet et voilà, je pense que là-dessus, on se rejoint totalement. La troisième chose, je dirais ne pas considérer la communication comme un sujet annexe qui ne nécessite pas d'expertise. Ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Se former est indispensable. Si tout le monde peut être acteur de la communication, ça veut dire que tout le monde doit être outillé, tout le monde doit être formé là-dessus et tout le monde doit aussi être formé sur cette démarche d'écoute. Rester à l'écoute du feedback, rester à l'écoute du terrain. Essayer de toujours capter en fait ce qui se dit, ce qui se passe, quelles sont les attentes, comment sont perçues les choses, comment sont perçues les transformations. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans le sens où c'est ce qui va permettre d'ajuster en temps réel vraiment les stratégies et les messages. Merci Sarah pour tous ces insights. Cette étude est vraiment très intéressante, très riche en enseignements. Je vous encourage à la télécharger sur le site de Great Place to Work. Mais avant de se quitter, Sarah, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous partager le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué récemment ? Donc, un des livres que j'ai lu récemment et que j'ai adoré, c'est Ligne de faille de Nancy Houston. Donc, c'est un roman, donc vraiment aucun rapport avec la com interne. Mais c'est un livre que j'ai trouvé passionnant, très très bien écrit,
qui en fait suit le regard de plusieurs enfants à l'âge de 6 ans à chaque génération. Donc il y a d'abord l'enfant le plus jeune, enfin dans les années 2000, puis son père dans les années 80, puis sa grand-mère, etc. Et en fait chaque chapitre est le regard de l'enfant sur son quotidien. Et ça s'ancre en même temps dans un contexte en fait historique et politique qui est super intéressant. Voilà, je ne dis pas tout parce que sinon ça va dévoiler un peu l'intérêt du livre, mais je vous conseille vraiment de le lire. Écoute, je note et c'est très Je te le original. prêterai si tu veux. Ah, merci. Merci beaucoup Sarah, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci Barbara et merci de m'avoir invitée sur ce podcast. Avec plaisir. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des clés concrètes pour faire évoluer vos pratiques de communicants. Si c'est le cas, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez intervenir au micro de ce podcast. À bientôt!